Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Bad Karma et aujourd'hui accompagné de Chris, notre luchador masqué qui a turné, je vais vous parler de Monday Night Raw du 18 ou 19 février, je sais plus, 18 février. Chris, comment vas-tu? Salut Bad Karma, salut peuple de Catch-Up, et ben écoute, ça va plutôt bien quoi, ravi d'être avec toi pour reviewer ce Raw de cette semaine. Ouais, alors on est au lendemain d'Elimination Chamber, donc je vais te demander rapidement en, allez, 3 minutes ton avis sur le pay-per-view. Eh ben écoute, plutôt satisfait de l'Elimination Chamber, globalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai bien aimé les deux matchs dans la chambre en particulier. Euh, Ouais. C'était plutôt bien. On va dire le combat concernant Strowman, tout ça, voilà, ça m'a pas tellement intéressé. Et l'Intercontinental, ça m'a pas tellement intéressé non plus. Non, vraiment, ce que j'en ressors, c'était que le pay-per-view était pas mal rythmé, peut-être moins long que d'autres pay-per-view habituellement, j'ai trouvé. Mais à Et 3h30 au final. 3h30, ah ouais, quand même 3h30, quoi. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé bah, les deux, même le féminin qui manquait peut-être un peu de star power, quoi. Mais globalement, en plus, c'était assez attendu la victoire de Bayley et de Sacha. Euh, Ouais. mais très franchement, c'était pas mal. J'ai passé plutôt un bon moment et j'ai trouvé que le main event était plutôt très bon quoi, hein, avec un Kofi. Voilà, on va encore en parler là avec Raw, mais avec un Kofi complètement en feu quoi. Et c'est plutôt sympa d'avoir un vétéran comme ça qui ressort comme ça de nulle part. Et euh, et et ouais, non, globalement, j'ai plutôt un bon avis sur ce Elimination Chamber. Maintenant, sur l'euro à venir dont on va parler, je crois que ça va être une autre affaire. Ouais. Bah écoute, ça va être tellement une autre affaire que je vais un peu bousculer les habitudes. Je vais pas le faire en mode chronologique comme on le fait tout le temps. Là, je vais plutôt le faire en mode thématique parce que c'est un peu le bordel complet. Donc on va commencer, on va prendre par ordre d'importance les différentes divisions. Donc la division masculine, la top card, on a eu une petite promo de Paul Heyman qui nous a fait une promo de Paul Heyman. Brock Lesnar de toute façon va gagner à WrestleMania. Il a toujours faim de victoire et c'est pour ça qu'il continue à se battre. On a eu une petite apparition de Seth Rollins qui dit que il va faire ce qu'il peut, enfin de son mieux à WrestleMania, qu'il va essayer de gagner, de battre la bête. Ça, c'était peut-être la partie la moins intéressante parce qu'un peu convenue. Mais ce qui a été le plus intéressant dans cette title picture, ça a été Drew McIntyre qui a essayé de s'immiscer en réclamant à Triple H un match contre Seth Rollins pour prouver que lui aussi il peut faire le main event de WrestleMania. Donc il veut essayer de prendre la place de Rollins. Ce à quoi Ambrose lui dit ouais, de toute façon Rollins là en ce moment il peut pas se battre, on sait pas trop pourquoi. Par contre moi je suis dispo, t'aurais pas plutôt envie de m'affronter à la place. Moi aussi je veux une place à Mania de toute façon. Une petite claque qui fait que du coup McIntyre décide d'affronter Ambrose. Il va finir par le battre avec un double Claymore Kick pour bien arriver à le coucher. Ça mènera une dernière séquence entre Rollins et Ambrose, avec Rollins qui demande à Ambrose mais c'était quoi ce bordel? T'as fait quoi, mec? Pourquoi t'as fait ça? Je croyais qu'on était plus potes et tout. Voilà, donc ton avis sur cette title picture un peu particulière qui est l'Universal Championship. Alors, je crois que tu as bien résumé déjà sur le fait que c'est un peu particulier pour la bonne et simple raison que bah on a d'un côté Brock Lesnar qui est pas là comme d'habitude et on a Seth Rollins qui est blessé en fait. Donc fatalement la feud pour la title picture, elle est quand même un petit peu on est à quoi? On est à même pas 2 mois de WrestleMania. C'est le 7 avril, ouais, donc on Le a moins 7 de deux avril. mois. On est à moins de 2 mois, ouais, tu vois. Et donc, bah, c'est vrai que le Lesnar Rollins, pour l'instant, il est difficile à vendre vu la situation des deux gaziers, quoi. Il y en a un qui vient pas, quoi, qui est un intérimaire, et puis il y a l'autre qui est blessé. Donc c'est un peu compliqué. Concernant Ambrose, bah écoute, je crois qu'on continue dans la dégringolade du personnage, quoi. Donc en fait, si j'ai bien compris, Ambrose, il vient de turner là. Il vient de passer.
à nouveau. Il est venu mettre une claque à McIntyre. Le match a été vraiment moyen, quoi. Ça, on peut pas dire que ça m'a transcendé le Ambrose McIntyre. Drew, justement, j'ai l'impression que il est là un peu justement pour meubler l'absence de feu d'entre Rollins et Lesnar. Ouais. Et on se sert en fait un petit peu de lui finalement pour animer la title picture. Peut-être, est-ce que ça signifie que McIntyre va rentrer dans la title picture en sortant de WrestleMania? C'est peut-être ça le signe que veut envoyer la WWE. Et concernant Ambrose, écoute, je reste sur la position que j'avais sur la review que j'avais fait sur l'Euro il y a 2 semaines, je crois, quoi. Et je pense que ce personnage, il est complètement, il est un peu foutu, quoi, en fait, ce personnage. C'est un peu malheureux, hein, mais je crois vraiment que Ambrose, voilà, quoi, voilà, il est redevenu pote avec Rollins, finalement sans explication plus que ça. Voilà, très franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment le bordel. Champion absent, challenger pas disponible vraiment. Euh, Qu'ils essayent de meubler, c'est comme tu le disais, mais c'est pas facile. Et du temps d'antenne, ils en ont, c'est pas le problème, mais ils sont obligés de passer par des substituts, par des seconds couteaux, par des gens qui se disent que peut-être ils mériteraient une place également. À voir ce qui va se passer par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout emballant. De toute façon, à partir du moment où c'est Lesnar qui a la ceinture, je trouve que c'est jamais vraiment emballant. Il y a Ouais, toujours un. tu vois, le truc aussi, c'est qu'à la fin du match, il y a un vidéo, un package vidéo avec Eman où il dit comment Lesnar est dominant. Enfin, il nous fait le Ouais, live habituel sur Lesnar et en même temps, il nous dit que Rollins c'est l'adversaire le plus dangereux que Lesnar ait jamais affronté, que voilà que ça va être la fin de l'histoire pour Rollins. Alors, il dit que c'est l'homme le plus dangereux, mais en même temps, il dit que c'est la fin de l'histoire pour Rollins, quoi. Donc bon, en fait, il nous fait exactement. Eman, le problème, c'est qu'il devient super redondant, quoi. Il nous fait exactement la même promo que pour les adversaires antérieurs à Lesnar, et ça, c'est un petit peu embêtant quand même, hein. c'est exactement ça. Bon, on va changer de division, peut-être un peu plus intéressante. Le nouveau champion intercontinental, Finn Balor, qui a battu Bobby Lashley et Lio Rush lors du pay-per-view, arrive pour célébrer avec la foule. Il est tout joie. Et là, Lio Rush et Bobby Lashley viennent l'interrompre, lui dire qu'il mérite pas d'être champion. C'est Lashley qui mériterait d'être champion. Il commence à essayer de le passer à tabac. Et surprise, arrive en direct depuis NXT, Ricochet, the one and only, qui vient sauver Finn Balor. Alors, petit tag team match playa des familles. On a deux groupes qui vont s'affronter. Victoire des Face à la fin sur un 630 de Ricochet. Qu'as-tu pensé de cette montée qui avait été annoncée au tout début du show par Triple H, mais qui est un peu out of nowhere quand même? On se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là. C'est pas un lendemain de WrestleMania. D'habitude, les grosses montées, c'est un lendemain de WrestleMania. Ouais, ou alors c'est au moment du Rumble, par exemple. Enfin, là, je sais pas trop. Ouais, je vais te parler juste de l'Intercontinental d'abord, Vas-y. parce que comme il y a eu lycée, du coup, c'est Finn Balor qui est le champion intercontinental. Bon, c'est un peu moi pour moi il y avait pas mal de logique là-dedans. Si tu veux, quand il y a eu le handicap match, c'était clair que Lio Rush était là pour prendre le pin. C'est ce qui s'est passé. On retrouve Baylor en champion intercontinental à Raw, voilà, bon, le traditionnel You Deserve It, etc., etc. Et comme tu l'as bien dit, il y a Prince Puma, pardon, Ricochet, qui débarque. Alors, j'adore le catcheur en lui-même, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, comme tu l'as bien dit, là, on a peut-être, enfin pour moi en tout cas, on a les plus mauvais call-up dans le roster principal de NXT depuis, je sais pas, ça fait des années qu'on n'avait pas vu un aussi mauvais call-up, quoi. C'est une catastrophe, quoi, comment c'est géré. Là, pour moi, le booking, c'est une catastrophe, là. On va en parler après, mais il n'y a pas que Ricochet qui est arrivé dans ce Raw. Et puisque l'Euro, en fait, a commencé avec ça, puisque c'est Triple H qui a fait une promo d'intro pour nous Oui, expliquer pour nous expliquer, en fait, dès le début, en fait, ça, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que dès le début du Raw, on a Triple H qui est sur le ring et qui est venu nous expliquer que voilà, qu'il était en charge de NXT et que voilà, du coup, il allait présenter des lutteurs qui allaient débuter dans le main roster. Au début, moi, j'ai pensé, quand il a annoncé ça, j'ai pensé qu'il allait juste les présenter. Et en fait, il les a pas présentés puisqu'ils sont venus catcher. Et ouais.
ils sont venus catcher, mais alors vraiment dans un espèce d'anonymat, c'était terrible, quoi. Parce que on peut pas dire qu'ils ont eu des pop énormes. Hein. Non. On peut pas dire que ça se soit passé dans une ambiance de folie avec un public en feu et tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai envie de dire les pauvres, les pauvres. Et Ricochet, bah, dans le match donc que tu viens de citer, Ricochet, bah, il a fait étalage de son talent in ring, mais dans un espèce de d'indifférence, quoi, dans une espèce d'indifférence. Et ça, c'est quand même dommage quand on connaît la qualité, quand on connaît la qualité du bonhomme, c'est quand même dommage qu'il se retrouve dans une indifférence pareille, quoi. Voilà, exactement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. On a ce problème d'arriver, alors qu'on nous annonce, hein, ils ont pas essayé de les cacher et tout. On le savait qu'ils viendraient, mais est-ce que on avait envie de les voir maintenant? Je suis pas sûr. On aurait peut-être préféré les voir après un plus gros pay-per-view ou alors pendant carrément la Battle Royale André the Giant qu'on aura à WrestleMania. Ça déjà, ça aurait pu un peu plus marquer. Mais Ouais, là, le public de Lafayette en Louisiane, alors ils ont popé un peu pour Ricochet, pour les autres aussi, mais beaucoup moins que si ça avait été des fans hardcore d'NXT. ah ouais, Mais ouais, bon, carrément. Non, mais t'as raison, hein, de toute façon, enfin moi pour moi il y avait au moins trois solutions pour faire monter ces gars-là, quoi, qui sont pleins de talent, quoi. Hein. Moi je mets pas en cause le talent des quatre catcheurs en question là. Hein. Ce que je mets en question c'est le booking là, c'est-à-dire que il y avait soit tu faisais, soit tu les faisais pas passer au Royal Rumble, ce qu'ils ont fait avec Gargano et Black, mais on avait l'impression que c'était un peu un one shot. oui, Soit tu les faisais, comme tu dis, tu les faisais arriver à WrestleMania avec Andre the Giant Battle Royale par exemple. Puis il y avait la solution quand même assez simple, c'était de les faire arriver au Raw du lendemain, qui est oui. toujours un Raw super suivi avec une foule chaude comme de la braise. Là, franchement, les faire arriver lundi, là, c'était ouais, ça a eu aucun impact, quoi. C'était vraiment, et j'ai trouvé ça plutôt globalement très mauvais, quoi. Et C'est- surtout, si je peux me permettre de te couper, surtout on n'a pas de notion de est-ce que c'est définitif leur montée, est-ce que c'était juste un one shot d'une semaine, d'un soir, est-ce qu'ils sont là définitivement à Raw maintenant, puisque ou est-ce qu'ils sont à SmackDown, puisque je veux pas trop spoiler, mais ils seront aussi à SmackDown. Ouais, Voilà, est-ce qu'on a des vraies montées du top de la top card en plus c'est pas n'importe qui monte, oui, c'est oui. la top card d'NXT. Ah ouais, alors là, t'as carrément raison. Là, c'est un des points, c'est vachement important là dans l'histoire du booking, ça. C'est-à-dire que les quatre mecs qui montent, ces quatre mecs, c'est les top, c'est le top main event de NXT. Et Voilà. il y a un autre problème, c'est que Gargano et Ciampa, ils sont champions à NXT. Oui, C'est pas, tu vois, à la rigueur, Ricochet et Black, là, ils sont un peu sortis de la title picture à NXT, mais Gargano et Ciampa, à l'heure actuelle, c'est les deux champions en titre. Et moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Et en plus, on les met par équipe. Euh, mais alors qu'est-ce là qu'ils viennent foutre? Mais tu t'avances un peu, on pardon, va y ouais. revenir, on va y revenir. Bah justement, voilà, tu parlais de Gargano, de Ciampa, qui font une montée, mais une montée dans la division tag team. Ouais, La tag team DIY, alors que tout le monde apprécie, hein, je veux dire, c'est pas, techniquement c'est une super tag team, mais donc là qui se retrouvent dans un match à affronter The Revival, les champions d'Euro. voilà. Ce n'est pas pour les ceintures. Alors avant le match, il y a eu une petite séquence backstage avec Chad Gable et Bobby Roode qui comprennent pas pourquoi Gargano et Ciampa veulent pas les affronter eux, mais plutôt dit The Revival. Bon, c'est pas intéressant fondamentalement. C'est je préfère nettement les voir affronter The Revival puisque je me souviens des matchs à NXT dans les takeovers entre les deux équipes. C'était la folie, c'était des purs matchs. Et là, on a pas ça. On a un match qui est correct, mais qui emballe pas vraiment. Je veux dire, ils font le taf. On a tous les spots un peu convenus des tag teams, mais on n'a pas la folie des NXT Takeover qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et ça se conclut un peu dans l'indifférence générale sur une combinaison super kick running knee de DIY pour la victoire.
Mais le public, même s'il est ouais, ouais, mais ils ont gagné, il s'en fout un peu, j'ai l'impression. C'est pas la joie. Ouais, ouais, ça s'est passé dans une ambiance mortifère, hein. Et enfin moi, enfin si tu veux, j'ai été marqué pendant tout le Raw là. J'ai trouvé l'ambiance du public du début à la fin carrément pourrie quoi. Et ça, dans le catch, hein, ça c'est quand même super important, hein. Puis quand le public est pas là, c'est vraiment super important. Et si tu veux, bah je suis d'accord. Ce que t'expliquais sur les takeovers, hein, les matchs DIY Revival, ça a donné des matchs énormes. Et là, c'était moyen. Et puis moi, je vais te dire, franchement, faire monter DIY pour enterrer les champions en titre en leur faisant perdre le match, alors qu'ils viennent de le prendre, c'est pas comme si les Revival étaient champions depuis 3 mois, quoi. Voilà. Les Revival, ils viennent d'être champions. Et et ils perdent. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Mais, enfin là, tu vois vraiment, on est vraiment dans le cas typique d'un Raw avec plusieurs combats sur lesquels je trouve qu'il n'y a aucun sens, quoi. C'est cette défaite des Revival, pour moi, ça n'a rien à faire là. Voilà. Je sais pas. Écoute, franchement, là-dessus, je suis très très dubitatif, quoi. Voilà, bah, surtout comme tu dis, c'est le champion de NXT et le champion North American. Donc ça pose problème parce que les deux ceintures les deux ceintures sont du coup à Raw actuellement ou à SmackDown, mais pas à NXT. Ouais, C'est on sait pas où elles sont les ceintures là. Et puis moi je comprends pas quoi. Tu mets je veux dire, Gargano et Ciampa, c'est quand même des mecs qui, ça fait 2 ans qu'ils animent NXT à fond. Il y avait quand même moyen de les faire monter dans le main roster d'une autre manière, quoi. Je pense il y avait quelque chose à creuser là, tu vois. Et on a ouais, l'impression qu'en fait c'est de la paresse. On a l'impression que les bookers ils se sont dit bon bah allez, Triple H il nous a dit qu'il fallait faire monter les mecs de NXT. Bon bah tiens, lundi on est où là? Ah bah lundi on est à Lafayette. Allez hop c'est parti, on les fait monter, quoi, tu vois. Euh, ouais. pour moi, c'est une espèce de paresse de booker, quoi. Je pense qu'à catch-up, on travaillerait beaucoup plus le truc si on nous avait demandé de faire monter Gargano et Ciampa dans le main roster. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est Après, bon, est-ce qu'ils vont rester en équipe? De toute façon, c'est la grosse histoire entre guillemets entre les deux. Est-ce qu'ils sont copains, est-ce qu'ils sont pas copains? Ah, c'est toujours un peu la surprise avec Gargano et Ciampa. On sait pas trop. Mais Ouais, ouais. on va continuer à dérouler. Donc maintenant qu'on a parlé de la division tag team, on va parler un peu de la mid-card qui n'a pas de titre ou ne tourne pas autour d'un titre, avec un rematch de la veille. Cette fois-ci, donc Baron Corbin et Braun Strowman vont s'affronter dans un match de table. Un match qui est nul, qui est à peine mieux que celui de la veille, je vais pas mentir. Mais là, ce coup-ci, on n'a pas d'overbooking. Bobby Lashley ne vient pas, Drew McIntyre ne vient pas. C'est déjà ça, c'est déjà un peu mieux. Et on termine avec une victoire de Braun Strowman qui passe Corbin à travers une table. As-tu quelque chose à ajouter sur ce match? Ah, ouais, écoute, je vais être assez concis, hein, parce que franchement, c'était déjà pas génial à Elimination Chamber. Bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu d'overbooking là, donc c'était déjà ça. Bon, voilà. Très franchement, ça m'a pas fait rêver. Je ne comprends toujours pas où ils veulent en venir avec Braun Strowman. Je suis très inquiet pour lui dans sa place dans la carte pour WrestleMania. Je crois qu'en fait, il va gagner la André the Giant Battle Royale. Je pense que c'est ça qui va se passer. Euh, le seul truc notable finalement dans ce combat, c'est ce qui s'est passé à la fin avec Strowman qui croise Eman, Ouais, euh, c'est qui, effectivement le seul truc notable. qui lui fait un compliment d'ailleurs, parce qu'il lui dit qu'il a fait un bon match et tout. Et puis bon, Strowman l'attrape par la gorge, il fait semblant de le passer à travers une table, et puis finalement il fait rien, et puis finalement il retourne dans le locker room. Bon bah voilà, écoute, est-ce qu'il y a grand chose à dire de plus sur tout ce segment et tout ce match? Je crois pas, quoi. Bah, c'était dans la continuité de la veille, c'était de la merde. Ouais, Voilà, ouais, ouais. je le Bah, dis, il faut le dire. tu as raison, je suis d'accord avec toi, il faut savoir dire les choses haut et fort, c'était de la merde. Et en Voilà. fait, ils ont fait de la merde le dimanche soir et le lundi soir. Le seul avantage entre guillemets du lundi soir sur le dimanche soir, c'est qu'il n'y avait pas d'overbooking.
Ce qui Ouais. du coup est encore plus con parce que la veille ils se sont permis de l'overbooking et là ils se permettent. Pourquoi? Ils sont passés où les potes de Corbin du coup ils l'ont abandonné pour leur. On sait plus trop avec ces trois oiseaux là. J'en ai marre. Je veux des trucs clairs et concis. Là c'est Bah, n'importe quoi. J'en veux pas. ouais. En fait, écoute, ce qui s'est passé lundi soir, c'est par rapport à Lashley et McIntyre, c'est que bah, Lashley et McIntyre sont allés chacun vers leurs petites affaires à eux lundi soir. McIntyre est allé vers du côté de la title picture et puis Lashley est retourné à ses affaires de l'intercontinental. Et puis ils ont complètement oublié de ce qui s'était passé 24 heures auparavant avec Strowman. Voilà, je crois que c'est C'est ça. ça. C'est ça. C'est encore, C'est. on disait tout à l'heure, tu vois, c'est la paresse des bookers. Voilà, c'est Ouais. ouais, on a fait ça dimanche soir. Bon bah ouais, lundi soir on va pas se faire chier, on va les renvoyer chacun dans leurs petites affaires quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu, Exactement. c'était triste lundi soir, hein, c'était très triste. Hein. On va continuer dans la tristesse en descendant Ouais, encore un peu plus bas dans la carte avec Elias qui définitivement a turné heel ouais. sans explication vraiment logique, qui dit que non, le public de la fête ne mérite pas qu'il chante pour lui, etc. Puis il est interrompu par Alistair Black, le quatrième larron d'NXT qui vient se faire une place au soleil à Raw, ou plutôt une place en enfer, puisque là c'est pas bon non plus. Ah là là. Même si dans le ring, Alistair Black réussit à dérouler dans le match qui suit face à Elias et à gagner sur un Black Mass, bah, là les interactions étaient nulles un peu entre les deux. J'ai tout ce qui a mené au match. L'intervention d'Alistair Black qui vient interrompre Elias, la petite promo, je fais non, c'est pas bon les gars, c'est nul, c'est trop basique. Ouais. Ah, là en fait ça rejoint ce qu'on a dit sur Gargano, Ciampa, Ricochet. On a encore un top main eventer de NXT qui débarque, encore dans un silence. Alors là, Alistair Black, pour le coup, ça a été un peu terrible, hein, parce que Alistair Black, il est rentré sous un silence, mais terrifiant, quoi. Et, Ouais, et puis en plus, Alistair Black, je veux dire, tu le balances pas contre Elias, quoi. Elias, c'est un entertainer. Pourquoi balancer Alistair Black dans un truc comme ça Enfin, encore une fois, c'était vraiment pas lui rendre service, c'était vraiment pas lui faire un cadeau. À la rigueur, j'aurais aimé que Black, on le balance dans un squash contre un low-carder, tu vois. ouais. Euh, ça m'aurait bien plu à la rigueur. Black, il arrive, il démonte en quatre coups, il démonte un low-carder, et puis on n'en parle plus, quoi. Quitte à faire ça dans le silence, dans un silence de mort, bah autant faire ça contre un low-carder, quoi. Je, Exactement. en plus, on le balance contre Elias qui vient de turner heel, à mon grand dame, comme au grand dame de beaucoup de gens, je crois d'ailleurs, parce que pour en avoir parlé avec Raphaël, je sais que c'est quand même un peu, une grosse interrogation ça aussi. Ouais. Euh, en plus, un autre truc dans ce combat, c'est que bah, Alistair, il a pas vraiment développé son in-ring comme il le fait à NXT. On a eu la sensation que c'était un peu bâclé. Que bah voilà, ils étaient quatre, alors comme ils étaient quatre à balancer dans le main roster, bah fallait les envoyer, c'était un peu, tu vois, on les envoyait, on les balançait dans le truc, allez les gars, faut y aller, faut y aller. Quand tu regardes bien, à la fin du combat, Black il célèbre sur sa musique après le combat, mais il célèbre encore une fois dans un silence. C'est terrifiant pour lui, alors que moi j'adore ce catcheur. Quoi. C'est mon favori de NXT depuis 2 ans là, tu vois. Et le voir dans cette bouse, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Bah, c'était vraiment triste. Encore un truc, tu vois, sur lequel on va utiliser la tristesse comme sentiment. Ouais. Ouais, bah, on va essayer de finir sur la tristesse avec le dernier segment qui concernait un match masculin, puisqu'on avait la tag team des Aïe, Major Brothers, Zack Ryder, Kurt Hawkins, contre la Lucha House Party, représentée par Graham Metalik et Lindsay Dorado. On aime beaucoup Ryder et Hawkins, hein, mais c'est peut-être le temps qu'ils s'arrêtent tous les deux là. C'était pas bon. Enfin, c'était pas mon. Le match est pas mauvais, hein. Je veux dire, il est plutôt même sympathique comparé au reste de Raw, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir. Et puis bon bah nouvelle défaite de Hawkins qui vont le tomber. Est-ce que l'association entre les deux va continuer? Là, ça reste à voir. Mais on a les deux vétérans qui servent à mettre en avant les autres, un peu à leur dépens. C'est pas très cool pour eux quoi. ouais. Le match était pas mal. Le match était pas mal. C'était pas. De toute façon, c'était un peu à l'image de
quoi. C'est-à-dire que dans l'ensemble, le in-ring a été pas mal pour à peu près tous les matchs. C'était pas du génial, mais c'était pas mal. Le problème, en fait, c'est toutes les histoires et tout ce qui gravite autour. Si tu veux, ce qui m'a gêné là dans ce match-là précisément là, c'est que le Ryder et Hawkins perdent le match et ils font un copier-coller de ce qui s'est passé la semaine d'avant avec Hawkins à genoux qui dit c'est ma faute, voilà, on a encore perdu, c'est ma faute. Ils ont fait exactement la même chose, Ouais. exactement la même chose que la dernière fois. Ils se sont pas fait chier encore une fois quoi. Ils se sont dit bon bah on fait perdre Hawkins et Ryder et à la fin Hawkins joue la pleureuse en disant c'est ma faute, voilà, on s'est encore planté. Bon bah ok les gars, bon bah écoutez, bah vous nous proposez exactement la même soupe. Bon, très bien. Et bah écoutez, bah faites-vous pas chier quoi, faites-vous pas chier. Voilà. Clairement c'est ça. Hein. Et puis bah alors moi qui aime les luchadors, bah et pour cause. Bah écoute, très franchement, on sait pas non plus trop où ils veulent aller hein, avec ce trio là. Hein. On sait pas trop à quoi ils servent. Grade Métallique, Dorado et Callisto. Dorado d'ailleurs, ils ont même du mal. Corey Graves, il arrive même pas à retrouver son nom correctement. C'est ce qui est quand même Ouais, assez dramatique, quoi. Le mec connaît, le commentateur connaît à peine le nom des catcheurs, quoi. Ça fait quand même un petit peu peur par moment, quoi. c'est clair, ça Donc c'est écoute, sûr. ouais, et franchement, bah, il y a encore une fois, il y a pas, c'était assez triste. La fin était assez triste. Et encore une fois, j'ai eu encore une fois pendant d'ailleurs de toute façon ça a duré pendant tout le Raw. Hein, j'ai eu l'impression que le public en avait rien à foutre. Quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà. Écoute, c'était voilà. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas dire grand chose de bien sur ce Raw aujourd'hui, quoi. Bah, alors, on va passer à la division féminine hein, qui peut-être a été un peu plus intéressante pour le public. C'est vrai que c'est sur les réactions globales, c'est là où ils ont le plus interagi avec le public. On va commencer par contre en sens inverse. C'est-à-dire là, on est dans le bas de la carte, on va rester dans le bas de la carte pour l'instant, avec Lacey Evans qui vient interrompre une promo de Heavy Machinery, une interview d'Heavy Machinery, en faisant son petit défilé sur la rampe d'entrée rien d'autre, donc un peu comme la veille. Alors, Heavy Machinery décide de faire pareil, pourquoi pas. Bon, ça ne sert à rien, c'est même pas drôle, c'est juste bizarre. C'est c'est pas la partie intéressante de la division féminine pour l'instant. Ouais. Alors bah, tu vois, tu l'as dit, c'est même pas drôle. Les Evans sont pas trop ce qu'ils veulent en faire puisqu'à Elimination Chamber ils nous ont fait le coup aussi. Elle est apparue petit en tronc, elle a fait quelques pas et puis elle a disparu. Là, il a fait intervenir pendant un segment des Heavy Machinery qui très franchement on préférerait plutôt les voir sur le ring eux, plutôt que les voir nous faire des espèces de promos pas très intéressantes au final hein, parce qu'ils ont pas grand chose à dire hein. C'est pas on peut pas dire que ça soit les meilleurs au micro les machineries quoi. Euh, Ouais. Bah, Lacey Evans, si tu veux, je sais pas trop comment ils essayent de la placer là. C'est un peu étrange le traitement de Lacey Evans. En plus, elle apparaît à Raw, elle apparaît à SmackDown, elle apparaît à Interview. Elle y fait finalement rien. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener avec elle Bah écoute, j'ai du mal là. Franchement, j'espère qu'il y aura un grand Manitou de la prédiction sur Ketchup qui arrivera à nous faire une prédiction complètement incroyable sur le futur de Lacey Evans. Mais moi, je reste encore une fois, je vais redire ce mot, dubitatif. Voilà. Ouais. Ça va être le mot de la soirée, dubitatif. Ouais, ouais. Je suis pareil, je sais pas trop où ils veulent en venir. Surtout que quand on y réfléchit, ils avaient annoncé Lacey Evans dans les six call-up de NXT du début du mois de janvier. Et elle a pas combattu à part au Royal Rumble. À part faire des petites promos comme ça, et on l'a pas vu en action. C'est c'est bizarre. C'est pas. C'est l'impression que c'est des vignettes, mais en mode. Comment dire en mode vivant. Un peu comme Emalina, tu te poses des questions. Karma, au secours, aidez-moi. Où est-il Badge, je ne Ah, t'entends plus. Ah, ça y est, de retour. Bah, tu vois, c'est comme Soro, quoi. On est dubitatif avec le son aujourd'hui. donc je disais, on sait pas trop où ils veulent aller avec. On se posait la question avec Irem s'ils nous font pas une petite Emalina avec Lacey Evans. J'espère que non, parce que c'était pas une bonne idée, ça sera jamais une bonne idée. Ah, je pense pas parce que Emalina, en fait, si tu veux, je crois que c'est Mandy Rose qui a repris ce personnage. Je pense que Au secours.
Mandy Rose, en fait, elle a repris quasiment, c'est la même musique. Je crois pas, en fait, je pense que Lacey Evans, ils veulent en faire la lady. D'ailleurs, c'est ce que dit Corey Graves et Michael Cole. Hein. Ils disent que c'est la lady du roster, que tu vois, elle va être présentée comme une espèce d'aristocrate. C'est mais c'est tellement tiré par les cheveux, c'est tellement mal amené, c'est tellement. En plus, Lacey Evans, enfin toi tu suis NXT comme moi, on sait très bien que dans le ring elle est vraiment pas bonne. On l'a vu d'ailleurs au Rumble, hein, parce que son passage au Rumble, ça a quand même été très très mauvais, quoi. Ça a été un des plus mauvais moments du match, quoi, le passage avec Lacey Evans. Donc moi, ça va être l'euro du dubitatif, hein, parce que Lacey Evans est complètement dubitatif raw, on va appeler ça, quoi. Ouais, Ouais, voilà. Donc et puis écoute, les Heavy Machinery, moi j'aimerais les voir dans le ring, quoi, et pas les voir en promo. Moi, je veux les voir on dans. est d'accord. On Voilà. est d'accord. Alors, on va remonter un peu la carte. Et là, on va passer aux nouvelles championnes tag team. Becky Lynch, qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là, je prends mes rêves pour des réalités. Sasha Banks et Bayley qui sont dans le ring. Le public, alors le public réagit pour une fois. Là, première Ouais. réaction du public. Donc le public qui chante des You Deserve It, bravo, tout ça. Et donc là, ils annoncent la grosse info quand même concernant les ceintures parce que tout le monde se posait la question où est-ce qu'elles vont être défendues? Eh bien, c'est simple, partout. À Raw, à SmackDown, à NXT, à NXT UK au besoin, contre des légendes du passé. Alors, ce qui veut dire qu'on peut avoir des affrontements assez intéressants. Mettons qu'on prend une équipe de SmackDown, on peut avoir Absolution contre les deux, ce qu'on a vu lors du l'Elimination Chamber. À NXT, on peut avoir Kairi Sane Yoshirai contre Sasha Banks Bailey. Dans les stars du passé, on peut avoir, bon, ça me fait un peu moins rêver, mais c'est par exemple les Bella Twins qui peuvent avoir un title shot. C'est intéressant à savoir tout ça. Ça, c'est une bonne info. Ouais, Mais ouais. et leur promo et leur joie est un peu coupée par l'arrivée de Tamina et Nia Jax qui disent que bah elles ont gagné par accident. De toute façon, on veut pas les voir là un peu en mode chewing-gum, ni vos bonbons roses, gnangnan. On veut du combat. Elles essaient de s'incruster pour une petite brawl, mais elles se font rejeter du ring. Et je te demande donc ton avis sur tout ce que je viens de dire, sur des matchs que tu voudrais éventuellement voir entre différentes équipes féminines. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, bah écoute, c'est le seul moment du Raw où le public était sorti un peu de son espèce de coma. Donc ça, c'était plutôt mal. C'est vrai que leur accueil sur le ring a été bon. Il y a eu vraiment de l'interaction avec le public. Voilà, là c'était. D'ailleurs, c'est le seul moment dans le Raw où je me suis dit ah ça y est, ça part un peu là. Ça y est, on est un peu dans Monday Night Raw là. Ça y est, hein, le public est un peu est chaud et y va quoi. Elles ont fait une promo qui était pas mal, les deux nouvelles championnes. Elles annoncent qu'elles ont pas peur, qu'elles avaient les mêmes rêves, que maintenant ça y est, elles obtiennent pour la première fois le titre de championne par équipe, qu'elles mettront tout leur cœur, etc. Voilà, bah, c'était plutôt pas mal pour le coup, quoi. Et comme tu l'as dit, ce qui est plutôt la bonne nouvelle pour moi, effectivement, c'est que ce titre va être défendu un peu partout. Donc ça peut nous amener plein d'interactions avec les deux brands principales, avec NXT. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. On va voir comment ils vont gérer ça. Mais bah, qu'est-ce qui se passe? On est quand même à Raw, donc du coup, c'est une équipe tag team de Raw qui viennent les interrompre avec Jax et Snuka. Je pense que bah voilà, la première feud importante qu'il va y avoir autour du titre féminin par équipe, ça va être Jax Snuka versus Banks Bailey, quoi. Voilà, on est parti pour ça là, Ouais, je pense, pour ouais, quelques temps là. Je sais pas combien de temps, mais on est parti pour ça. Après, ce que tu disais sur l'histoire des anciennes, ouais, pourquoi pas, effectivement, si le titre il est défendu aussi de temps en temps par, on va dire par l'intervention de quelques anciennes, ça peut être sympa, quoi. J'espère qu'ils exagéreront pas trop pour ça, hein, parce que moi, tu sais, je suis pas un grand fan du retour des anciens, donc bon, j'espère que ça sera pas un truc qui sera trop mis en avant. Par contre, le fait que le titre soit défendu à Raw, à SmackDown et à NXT, moi, ça me plaît. Globalement, je valide pour ça. On verra maintenant ce qu'ils vont en donner. Après, ce qui s'est passé dans le segment, ça a été du classique. Les heels attaquent les faces font un clean house sur le ring.
Voilà, chacun se promet, on va se revoir, on va se péter la gueule bientôt. Voilà, bon, globalement, on va dire c'était du assez classique, mais ça tenait la route. Pour une fois, c'était un truc dans ce Raw qui tenait la route. Et moi, je trouve que ce titre féminin par équipe, eh ben, c'est une très bonne chose. Moi, je fais partie des gens satisfaits de ça. Et je pense que c'est un titre, s'il est bien géré, qui peut être intéressant et qui va nous amener plein de bonnes interactions pour le roster féminin. Je pense que le roster féminin avait besoin de ce titre-là, parce que le fait qu'il y avait qu'un titre individuel faisait qu'il y avait beaucoup de nanas qui végétaient dans le roster. Maintenant, grâce à ce titre par équipe, il va y avoir la possibilité pour les bookers, s'ils sont pas trop paresseux, de nous faire des vraies feuds intéressantes et sympas. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait. C'est plutôt le truc qui m'a plu dans ce Raw, quoi. Ouais, ça c'est vrai que ça a été le meilleur moment pour moi, cette annonce de défense de titre partout. Ouais. Euh, Ça ça m'a a fait été. penser un peu, excuse-moi, ça m'a fait penser, j'ai Vas-y. oublié dans mon analyse. En fait, si tu veux, ce que j'aimerais bien, c'est que ce titre soit défendu un peu à la même manière que défendu il y a quelques années en arrière, le Hardcore Championship, tu vois, Ouais. euh, qui était un titre qui était défendu partout, à n'importe quel moment, etc. Bah, s'ils font ça, Dès qu'il y a un arbitre, tu peux avoir ouais, un ouais, combat. ouais. Il suffit que Banks et Bailey viennent faire un petit coucou à NXT et puis bah bam, il y a un arbitre qui débarque et puis là il y a deux filles d'NXT qui disent bah nous on veut tenter notre chance et bah si ça se passe comme ça, moi ça me va bien. Ouais, ça pourrait être sympa. Alors, on va conclure sur la division féminine par la title picture, le titre de Ronda Rousey. Alors déjà, on a plusieurs infos. La première, concerne Becky Lynch, qui est intervenue à la fin du match de Ronda la veille, qui avait passé à tabac Ronda et Charlotte avec ses béquilles. Ouais. Et Triple H nous annonce que c'est bien qu'elle soit comme ça, que les suspensions ça l'arrête pas, les blessures ça l'arrête pas, mais par contre si elle recommence, elle est virée. C'est tout. Tant qu'elle est suspendue, si elle recommence, elle est virée. Ce qui met quand même une grosse menace sur la catcheuse et la suite de cette storyline, probablement à Fastlane bientôt, avant WrestleMania. Ronda Rousey n'en a pas terminé par contre pour sa soirée, puisque elle a un match de championnat contre Ruby Riott, hein, rematch de la veille. Et Ouais. autant la veille, le squash c'était sympa, c'était justifié, c'était bien. Là, ça a duré 10 fois trop longtemps, ils auraient dû squasher encore une fois, mais bon, tant pis. Ronda finit par gagner sur une combinaison Alabama Slam dans le turnbuckle, puis armbar classique pour faire taper. Et le match se conclut comme ça. Un petit passage rapide du reste du Riot Squad qui se fait éjecter Manu Militari. Et l'Euro se terminait comme ça. Et qu'as-tu pensé de tout cela, mon bon Chris? Et bah écoute, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi temps du combat, qui d'ailleurs, je pense, faudrait regarder exactement, mais je pense qu'il dure pas si longtemps que ça déjà. Et alors autant moi j'ai complètement compris le squash pendant le pay-per-view. Pour l'Euro de lundi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal que Ruby Riott oppose une vraie résistance à la championne. Moi, j'étais plutôt ok avec ça. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé complètement con, c'est la fin. C'est-à-dire que j'ai trouvé débile que le Riot Squad s'attaque à Ronda Rousey et qu'en fait elle pète la gueule à tout le Riot Squad quoi. Et elle dégage le Riot Squad du ring. Je veux dire, elles sont trois contre une, même si c'est la championne, trois contre une. Franchement, il y avait moyen de passer à tabac Ronda Rousey quoi. Donc j'ai trouvé, en fait, moi c'est le segment de la fin que j'ai trouvé débile. Mais le combat entre Ruby et Ronda, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était un combat plutôt pas mal. Elles ont tenté plusieurs moves pas mal. Ruby Riott, elle est, à mon avis, elle est assez sous-estimée au niveau du in-ring. Je suis d'accord sur le fait que c'est certainement pas une bonne catcheuse au niveau du micro et au niveau du charisme et tout ça. Par contre, dans le ring, Ruby Riott, elle est pas si mal que ça, quoi. Elle a pas mal de moves assez spectaculaires. Elle est agressive. Elle est. Moi, je suis pas. Je serais moins dur que toi sur la qualité du combat ou sur la longueur du combat. Après, il y a un truc quand même. Alors là, je va rentrer dans un truc un peu esthétique, mais moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir Ronda arriver habillée avec son shorty, enfin, avec sa tenue habituelle. Parce que Ouais. Chamber, elle a mis un cosplay de Mortal Kombat, et j'ai trouvé que Oui.
bien, que c'était sympa. Je trouvais que ça lui donnait ça donnait une autre dimension à son personnage. Et j'espérais qu'elle allait le garder un petit peu, tu vois, pendant Moi peut-être pas. aussi, moi aussi. J'espérais qu'elle allait le garder pendant 2-3 rows, quoi, tu vois quoi. Et bam, elle est revenue avec son maudit shorty là qu'elle arrête pas en permanence de tirer, de remettre en place. Et je trouve que ça c'est hyper esthétiquement, visuellement, je trouve que c'est vraiment pas terrible ça. Et, Ouais. euh, et en fait, si tu veux, ce qui m'a gêné dans ce main event, ça a justement été ça. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, oh, elle a sa tenue avec ce maudit shorty là. Donc bon, ouais, je sais que c'est un peu con, hein, mais c'est un truc esthétique, mais en fait ça me fait chier. Ça Alors pour le coup, j'ai exactement la même analyse. J'ai ah ouais, beaucoup aimé son cosplay de Sonya Blade, mais et je me disais tiens, bah, si elle garde ça, là elle passe pas son temps à se remettre ses fringues correctement. Ça fluidifie les transitions. Ça ouais, prend ouais, pas 2 secondes à chaque fois. Et puis là, elle revient avec son costume. J'ai fait oh fait chier bordel. Pourquoi pas, pourquoi elle l'a pas gardé? Ça aurait été mieux. Mais ouais. voilà. J'ai pensé exactement la même chose que toi. Pour le coup, on est raccord, tu vois quoi, parce que vraiment sa tenue, de toute façon, c'est un des problèmes, hein, cette histoire de tenue. Ça paraît pas comme ça, mais pendant les combats, c'est un vrai problème. Elle met un move, elle se relève, elle repart dans un coin du ring, elle se remet le short en place, elle repart, elle refait un truc 3 minutes après. Et si c'est pas le short, bah c'est son espèce de petit top avec marqué Roddy là, qu'elle remet Ouais. en place. Et après c'est le short et ainsi de suite. Et ça n'arrête pas pendant tous ces combats. Alors je sais que ça peut paraître un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire et ce cosplay d'Elimination Chamber, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Et parce que d'ailleurs, ça a fluidifié même si c'était un squash, mais pour le coup, le fait qu'elle ait cette tenue un peu originale, etc., c'était une bonne idée. Ils tenaient un bon truc là. Et ben non. Ouais. Dès le lundi, comme ils avaient décidé de toute façon que cette semaine, le Raw, ça allait être l'un des Raw les plus pourris du début d'année, donc ils nous ont remis Ronda avec sa tenue habituelle et voilà, c'est encore un peu un petit gâchis quoi, on va dire. Ouais, exactement. Bon, allez, on va terminer. Il nous reste un petit segment qui se situait au tout début du show, mais que j'ai gardé pour la fin. D'accord. Une petite annonce de Triple H. Vous savez, on approche de WrestleMania, on approche du Hall of Fame et des nouvelles introductions. Et Triple H ne se prive pas de nous annoncer l'introduction d'une équipe au Hall of Fame, et pas n'importe laquelle. Are you ready? D-Generation X est introduite au Hall of Fame. Alors D-Generation X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une équipe, c'est une Clan, écurie, enfin c'est un un clan. clan. Voilà, c'est un clan qui comprenait Shawn Michaels, Triple H, New les New Age Outlaws, Road Dogg et Jesse James, X-Pac et là ça m'a fait vraiment plaisir. Chyna aussi parce que elle a fait partie du clan. C'était la bodyguard de Triple H. Et voilà, elle est introduite au Hall of Fame en compagnie de tout le clan. Ça m'a fait plaisir. Et toi, est-ce que ça t'a fait plaisir? Eh ben écoute, déjà la surprise, c'est pas X intègre le Hall of Fame qui allait arriver quoi. Donc bah voilà, ça arrive cette année. Comme tu l'as dit, c'est plutôt le fait que China soit intégré dedans parce que il avait toujours été dit que China n'intégrerait jamais le Hall of Fame tant que Stephanie McMahon serait vivante. Et bah pour le coup, grosse surprise. Hein, je pense que Triple H a eu gain de cause auprès de son épouse. Et effectivement, China est inclus dans cet accès au Hall of Fame pour la Degeneration X qui du coup est inclus au Hall of Fame dans son entièreté quoi. Et Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle je pense. Et je pense que c'est quand même rendre honneur à China qui a quand même détenu le titre intercontinental, c'est pas rien, la seule femme, hein, je crois, de l'histoire qui a détenu un titre féminin. Il me semble, hein, peut-être que un des titre historiens. masculin. Un titre masculin, pardon, excuse-moi, un titre masculin. Je crois que c'est Il me semble qu'il y a une femme qui avait détenu le titre hardcore aussi pendant un moment, mais c'est possible, ouais, t'as peut-être raison, ouais, c'est possible, ouais. Mais en tout cas, un titre majeur intercontinental, je pense que c'est la seule fois de l'histoire où c'est arrivé ça. ouais. Ouais, hein. Euh, donc du coup, bah écoute, pour moi, la D-Generation X Hall of Fame, ouais, c'est quasiment, non seulement, c'est pas vraiment une surprise, mais en plus, bon, on peut dire que sur l'histoire de la WWE, c'est quelque chose qui est assez mérité. Voilà,
Ça permet à Triple H et Shawn Michaels d'avoir encore une petite bague de Hall of Famer. Je pense qu'eux, ils se font plaisir gravement. Il l'avait pas encore, Triple H. Hein. Ça Ah, va il être l'a sa pas encore, première. Triple H? Ah, ça sera sa première, Triple H? Ah Ouais. ouais, tu vois, je pensais qu'il en avait déjà eu une. Il en a Non, pas non. eu avec Evolution ou non? Il n'y a pas eu ce genre de Non, truc? non, ils ont pas introduit Evolution Ah, dans bah la tu Hall vois. of Fame. Ils ont Ah, faut... introduit les Four Horsemen, ah donc ouais, c'est c'est pour les. ça Ouais, que Ric Flair, ouais, Ric ouais, Flair a 2 bagues. ouais, t'as Et, raison. Ouais, voilà, le Triple H, ça sera sa première. ouais, X-Pac aussi, ça sera sa première parce que une autre un autre grand clan qu'ils auraient pu introduire, qui n'a pas encore été introduit, c'est la NWO. Et X-Pac faisait partie de la NWO aussi. ouais, t'as raison. Il faut que je remette à jour mes fiches. Mais en fait, t'as tout à fait raison. Je confondais les Force quoi. Et Ouais. à cause de l'ami Ric Flair, quoi. Quel emmerdeur celui-là. Ric Flair qui va fêter son anniversaire à Raw la semaine prochaine. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir pas mal de ça, de toute façon. Mais bon, voilà, la DX au Hall of Fame, voilà, pourquoi pas, c'est très bien, moi ça me va. Y a pas de problème avec ça, ça me paraît tout à fait bien. Et je trouve tout à fait bien que ce clan soit mis au Hall of Fame avec China. Ça m'aurait posé Ouais. problème si China avait été encore une fois exclu du truc, mais c'est pas le cas, donc moi je valide complètement ça. Voilà. Allez. C'est validé par Chris, c'est validé par moi-même et peut-être Voilà. par les autres aussi. Et on va finir notre review. Ça va être le mot de la fin. Chris, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, ma note, eh ben écoute, ma note, ça va être un 2. Voilà, je ne mets qu'un 2. Parce que le public, ça a été une catastrophe. Les call-ups de NXT, ça a été une catastrophe. Au niveau de la Tag Team Division, bah, on l'a dit, hein, les matchs avec Kurt Ryder, Kurt Ryder. C'est bon ça, Kurt Ryder, voilà. Ça a été très bon. Le personnage de Dean Ambrose qui devient de plus en plus caricatural et qui me plaît vraiment de moins en moins. Enfin bref, il y a eu plein de trucs que j'ai trouvé très mauvais dans ce Raw, quoi. Donc, donc je lui mets qu'un 2. Mon flop, alors là, mon flop, j'en aurais mis plusieurs si j'avais pu, quoi, tu vois. Mais mon flop, du coup, bah, je vais le mettre au booking, au call-up des stars NXT. Voilà, les 4 stars NXT, ça a été booké avec les pieds et ça a franchement été très mauvais. Donc vraiment, je mets mon flop au call-up des quatre mousquetaires de NXT. Et alors mon top, putain, alors là mon top, ça c'est vraiment très compliqué dans ce rôle de donner un top. Hein. Très très. Et alors là, en plus, j'aurais été curieux de savoir quel aurait été le tien avant de commencer. Donc bah, je vais me lancer, je vais dire que mon top. Oh là là, j'en reviens pas et comment j'ai du mal à te sortir un top. Eh ben écoute, mon top, ça va être Sasha Banks Bailey et la bonne nouvelle du fait que le titre par équipe féminin sera défendu partout, tout le temps, anywhere, anytime, anyplace. En espérant que Ouais. c'était la vérité, hein, qu'elles nous ont dit, hein. En espérant que ça s'avérera véritable cette histoire. Hein. Mais je vais Ouais. donner mon top à ça. En plus, je vais donner mon top je vais leur donner mon top parce que aussi c'est aussi quand même voilà, Banks et Bayley, elles essuient les plâtres, c'est les premières championnes de l'histoire de la Women's Tag Team Division. Donc pour l'ensemble de leur œuvre, je vais leur donner mon top pour ce rôle. Mais n'empêche que je donne que un 2. Voilà, Ouais. tu vois. Et dans le 2, il y a un et demi pour Banks et Bayley, quoi. Bah écoute, moi, mon top, ça va être l'inclusion de China au clan DX. Ah Parce que ouais. franchement, quand j'ai appris que DX, quand il y avait des rumeurs qui disaient que DX allait être inclus, je me suis dit, ils vont laisser China de côté, c'est pas possible, enfin ils peuvent pas, vu tout ce qui s'est passé entre la fédération et elle, entre Stéphanie et elle et tout. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, China à un moment était la compagne de Triple H et Stephanie a volé le Triple H à China. Donc ça a été un peu le torchon à brûler entre les deux et China ne s'en est jamais remise de son vivant puisque la pauvre est décédée il y a quelques années déjà. Donc voilà, donc ça va être ça mon top, qu'ils assument que China faisait partie de DX. Ça fait beau, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça montre qu'ils sont capables d'évoluer dans leur mentalité et on va peut-être avoir des gens qu'on ne croyait jamais voir au Hall of Fame qui finiront par y entrer.
et qui seront peut-être réinstaurés dans ce qu'ils ont pu faire pour la fédération dans le passé. Mon flop, alors là par contre ça va être un peu plus compliqué pour moi d'en trouver un seul parce que tout a été un peu pourri. Euh, Moi, je vais donner mon flop au Booker pour l'ensemble de leur œuvre sur ce Raw. Il y avait rien, il y avait quasiment rien qui allait, tout était bordélique, un peu fourre-tout, un peu bazar. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime bien quand c'est bien construit. IRM sur le Discord de Catch-Up nous disait, on avait l'impression que c'était les étudiants de la Full Sail University qui étaient venus faire la production. Bah, c'est un peu, ça pose cette Ouais, impression qui ressort. on a l'impression que c'est un peu C'est pas des pros quoi, c'était un peu des amateurs qui faisaient la prod. Ouais, ouais, c'était ça en Et, fait. On a l'impression en fait que c'était, ouais, que le show a été fait une fois par an là. Et bah, ça se trouve, ouais, Hassan a dit c'était les stagiaires de troisième qui ont booké l'euro de cette semaine. c'est ça. Et ma note, bah, comme toi, je vais donner un 2 parce que même si l'in-ring était moyen cette semaine, il a quand même sauvé le naufrage complet. Les matchs sont pas inintéressants à regarder, à part le Corbin Strowman, vous pouvez celui-là le zapper, il sert à rien. Mais les matchs sont pas inintéressants, c'est toujours sympathique, et puis bah, on vient quand même regarder du cash pour ça, voir des gens qui se tapent, et si quand ils se tapent c'est à chier, c'est un naufrage complet. Mais là ça allait encore. Et voilà, donc cette review est terminée. Je vais donc passer à la séquence auto-promo. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Spotify, sur iCloud, sur iTunes, pardon, sur PodCloud. Nous sommes sur Facebook, CatchUpCDC, sur Twitter et Instagram, @CatchUpCDC. Nous avons un Discord, le lien est dans la description. Et je remercie Chris encore une fois de m'avoir accompagné sur ce Raw vraiment bizarre et pas bien construit. Chris? Ouais, c'est tout à fait ça. T'as bien résumé. Bah, écoute, j'espère que quand on se retrouvera, parce que c'est quand même vachement plus sympa de reviewer bien passé et où ça a été sympa et où on est enthousiaste, plutôt que malheureusement devoir reviewer un show qui a été globalement très mauvais. Dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc on a été face à un Raw très mauvais cette semaine. J'espère qu'on aura d'autres occasions de s'enthousiasmer un peu plus. Voilà. J'espère aussi. Normalement, la review de SmackDown également arrivera cette semaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, un bon week-end. Chris, encore merci. Et ciao tout le monde. Ciao, salut peuple de catch-up, à bientôt. Merci à toi Bad. À plus, ciao.